Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Le 30 mai 1995, les pompiers de Givors, petite ville au sud de Lyon, se rendent sur les lieux d'un incendie dont ils vont se souvenir longtemps. Au cœur d'un lotissement, un pavillon est en feu. Après avoir maîtrisé les flammes, ils découvrent à l'intérieur les corps criblés de balles d'un couple et de 2 enfants. Les investigations démarrent. Fréquentation, conflits, la vie de cette famille ordinaire est passée au peigne fin et l'enquête va réserver une surprise de taille aux gendarmes. Vous écoutez l'affaire Éric Bruyas, première partie. J'ai tellement de souvenirs dans cette rue, dans ce lotissement. Samantha, fille et sœur des victimes. Des fêtes, des rigolades, apprendre à faire du patin roulette, du skateboard. C'était la maison du bonheur. J'ai grandi ici. J'ai vu naître ma petite sœur ici. Mais j'ai rien pu faire malheureusement. Il était trop tard. À cette époque-là, je suis fait diversier au Progrès de Lyon. François Pelloual, journaliste au Progrès de Lyon. J'appelle les pompiers pour faire un point, voir l'activité sur la zone, et ils me disent qu'il y a eu un gros incendie à Saint-Andéol-le-Château, et on décide avec le photographe d'aller sur place parce qu'ils nous disent que c'est vraiment un incendie important. On va sur place, les pompiers sont évidemment encore là, ils sont en train de finir l'extinction. Il ressortait des dires des voisins qu'il y a eu un incendie et une explosion importante. Gérard Forat, adjoint au maire de Saint-Andéol-le-Château. Je suis passé sur place, par curiosité surtout, pour voir une maison qui avait brûlé, pour voir l'étendue des dégâts. Et quand j'ai vu que les 2 voitures étaient devant, l'inquiétude était d'autant plus grande. La maison des Bébiens, donc, c'est pas la grosse maison bourgeoise du quartier. Il y en a quelques-unes qui sont beaucoup plus grosses que ça. C'est vraiment un choc extrêmement fort dans ce petit lotissement et on sent que les gens sont sous le coup, quoi. Enfin, ils ne comprennent pas ce qui se passe ou ils comprennent trop bien et voilà quoi. Nous sommes alertés par le gendarme de permanence de la compagnie de Givors. Jean-Louis Jodard, gendarme à la section de recherche de Lyon. Donc on se transporte immédiatement sur les lieux et on arrive à 20h15. Et dès que nous pénétrons dans la villa, nous constatons à l'entrée un corps qui gît. Le corps de la petite sœur de Aline est retrouvé dans l'entrée. Le corps de Odette Bébien dans son lit. Son mari est retrouvé dans une autre pièce également, il est décédé. Le fils Vincent Bébien dans une autre pièce également, décédé. Donc on part sur un incendie violent et puis on arrive sur un incendie mortel avec 4 morts. Ce qui va se passer après va provoquer un choc encore plus grand. Des victimes à Saint-Andéol-le-Château, surtout quand on a su qu'il y en avait 4 de la même famille, quelle que soit la famille, bien évidemment, on peut être que peiné et puis on peut se poser beaucoup de questions, quoi. On imagine que c'est des gens qui ont été pris par le feu, asphyxiés et brûlés. Je suis restée sur le devant du terrain pendant un grand moment. Samantha, fille et sœur des victimes. Et là, j'ai un gendarme qui est rentré. Et il s'est assis en face de moi. Et je savais sur son visage, mais je voulais pas. Et il m'a annoncé, on a trouvé 4 corps. Et alors là, c'est indéfinissable ce que j'ai ressenti.
Avec cette phrase, on m'a arraché la moitié de mon cœur, la moitié de ma vie. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette famille pour que tout le monde brûle en même temps, pour que personne ne puisse sortir de cette maison pour essayer de dégager les autres, quoi. Ça paraissait tellement ahurissant. Mais pourquoi ils ne sont pas sortis? À 22h45, il fait nuit noire, il pleut, le toit menace de s'effondrer, donc l'affaire s'annonce compliquée, mais bon. Les médecins légistes arrivent et ils débutent les constatations avec nous. On va faire d'abord une première reconnaissance. Donc là, tout de suite, une odeur d'essence qui nous prend la gorge. Première interrogation. Et ce qui nous surprend, outre cette odeur d'essence, c'est le fait que ces 4 cadavres se situent dans des pièces différentes. Et on retrouve un étui de 22 longs-rives sous le corps d'Aline Bébien et un orifice sur la tempe gauche. Le fils, lui, a été touché à 2 reprises sur le côté droit de la tête et sur le corps. Le père, lui, il a été traîné sans doute du couloir jusque dans cette chambre, parce que nous remarquons que sa veste est remontée jusqu'aux aisselles. Hein. Et la mère, elle présente un orifice au milieu du front. Nous découvrons également dans le couloir 3 restes de bidons calcinés qui contenaient une dizaine de litres d'essence. Les 4 personnes retrouvées mortes hier soir après l'incendie de leur maison à Saint-Andéol-le-Château, près de Gisors, dans le Rhône, ne sont pas mortes carbonisées. Les corps des 4 victimes portaient des impacts de balles. La télé était allumée, il y avait les informations. Samantha, fille et sœur des victimes. Et il parlait donc drame de Saint-Andéol-le-Château, 4 personnes tuées par balle. Et là, je suis restée pantoise. Mais non, c'est pas possible. Dans ma douleur et dans ma tête, il y avait comment je vais annoncer ça à mes enfants. Comment je leur dis qu'ils ont perdu leurs grands-parents, leurs parrains et leurs marraines. Trouver 4 corps dans une maison qui a brûlé, qui a été incendiée, 4 corps tués par balle en plus. C'est là où l'enquête judiciaire a démarré. Et la première hypothèse, c'est une des 4 personnes qui a tué les autres. On passe au tamis tous les gravats de l'ensemble de la maison et on n'en trouve ni armes ni munitions. Donc à partir de là, on a écarté la première hypothèse. Donc on est sur un acte criminel réalisé par un tiers. On commence à travailler sur les emplois du temps de cette famille qui est la base d'une enquête judiciaire pour connaître un peu qui est arrivé, qui est parti, à quelle heure, etc. Comment ça s'est passé. Ma maman était infirmière depuis une vingtaine d'années à l'hôpital à Givors. Et mon papa était acheteur en mécanique. Odette, elle faisait principalement des gardes de nuit. Donc elle rentrait généralement de son travail vers 7h30 environ. Son mari, lui, partait juste un petit peu après son travail. Le fils, qui travaillait dans un hypermarché, ce jour-là, il travaillait du matin et il devait rentrer en début d'après-midi. Quant à la petite Aline, qui est âgée seulement de 16 ans, est revenue de son lycée aux alentours de 17h30, comme plusieurs témoins l'affirment. Donc, forcément, si on se résume à l'emploi du temps des victimes, à des heures différentes, il faut que l'assassin connaisse minute par minute, j'allais dire, l'emploi du temps des victimes pour pouvoir les assassiner successivement. En plus, on a un chien qui saute sur le moins de personnes qu'il ne connaît pas. Et ce jour-là, tous les voisins nous ont dit qu'ils n'ont jamais entendu le chien aboyer anormalement, on va dire. Manifestement, on a affaire à quelqu'un qui est un proche. J'avais peur. Quand on vous annonce que toute votre famille a été tuée par balle, on se dit on est peut-être le prochain sur la liste.
qui a donc pu assassiner ces 4 personnes, toute une famille, sachant que c'est une famille, ça c'est l'enquête de voisinage qui va nous l'apprendre aussi rapidement, c'est une famille entre guillemets banale. Guigui. C'était la fête des mères, on a rigolé, on a mangé ensemble, on a passé un super moment. Mes parents étaient contents d'avoir leurs petits-enfants avec eux. Les membres de la famille Bébien, vous aviez la maman qui était un petit peu celle qui s'occupait de tout. Frédéric Lalliard, avocat de Samantha. Son époux avec qui ils étaient mariés depuis plusieurs années. Elle nage, bébé, nage. Tu vas voir à maman comment tu nages. Samantha qui est l'aînée. Son frère qui a été militaire, un peu plus jeune qu'elle, et puis cette petite sœur. Ils font des repas dans le jardin des parents, ils se voient assez souvent. Il y a une petite piscine pour les enfants, donc c'est très agréable de venir donc à Saint-Andéol et de passer la journée. On était vraiment très très proches les uns des autres. C'est vraiment une famille qui est unie et on a du mal à projeter le fait que tous les 4 aient été assassinés et que la seule survivante, c'est leur fille aînée et le gendre. Un petit village tranquille, une famille a priori sans histoire et sans ennemis. Pour le moment, les enquêteurs ne voient pas qui pouvait en vouloir au Bébien. Ils décident de chercher dans l'entourage du fils, Vincent Salvador, connu pour être proche d'un groupe de supporters assez violent. Vincent Bébien fils et sa sœur Aline sont tous deux membres d'un groupe de supporters qui existe toujours, les Bad Guns, plutôt ultra-droite, identitaire. On savait que Vincent participait à des ratonnades quand il en avait l'occasion. Et donc, on a interrogé ce nombre de gens des Bad Guns. Les enquêteurs vont suivre cette piste d'imaginer qu'il y aurait pu y avoir une vengeance à la suite d'incidents qui ont pu se passer, comme il y en avait beaucoup à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, dans les stades, avec cette frange des supporters de l'Olympique Lyonnais, les Bad Guns, très partie prenante dans ces difficultés-là. Et on s'est vite rendu compte que la piste n'aboutissait pas, car dernièrement, en tous les cas, il n'y avait pas de friction. Et on a rapidement enfermé cette piste. Il y a eu aussi donc cet autre événement qui a intéressé les enquêteurs tout de suite après, puisqu'il se trouve qu'ils ont appris en interrogeant l'environnement proche de Vincent qu'une jeune femme était enceinte de lui. Vincent avait effectivement une petite amie qui est tombée enceinte. Mon frère est venu chez moi et m'a annoncé, m'a dit, on pense que... Donc j'ai regardé mon frère, j'ai dit, avant de penser, vous allez faire un test. Si ce test se confirme, vous allez voir un gynécologue. Si ça se confirme, vous n'en parlez surtout pas aux parents. Vous gardez votre petit secret à vous. Et ils ont fait la bêtise d'en parler aux parents, aussi bien de mes parents que de ses parents à elle. Sur les conseils de son père, Vincent a refusé de reconnaître cet enfant, ce qui aurait pu être là encore un mobile de vengeance. Qu'ils aient le réflexe d'aller voir si la famille n'avait pas fait pour se venger, c'est normal. Toutes les personnes qui ont fréquenté ma famille ont été à un degré différent suspectées. Les gendarmes ont fait leur travail.
On a entendu ces gens-là, on les a perquisitionnés. Et là aussi, outre le fait qu'ils avaient des alibis, on a bien vu que ça ne tenait pas la route. On ne tue pas 4 personnes parce qu'on a ce type de problème. Enfin, ça n'a pas abouti. Alors, la première piste sérieuse, c'est la piste de Christophe, qui est un ami ou un copain proche de Vincent Bébian fils. Il était venu chez mes parents puisque mon frère et lui devaient aller à un match de Lyon le soir même. C'est des voisins qui le voient venir en début d'après-midi et le gamin tourne dans la rue, il a ses écouteurs et on a l'impression qu'il attend quelque chose. Il est reparti et il est revenu un peu plus tard, vers 15h je crois, et il a à nouveau tambouriné sur la fenêtre, la porte-fenêtre et la fenêtre, mais bon, il n'est pas rentré. Il a attendu. Bon, moult témoins l'ont aperçu. Quand les gendarmes font leur enquête de voisinage, c'est quelque chose qui apparaît. Donc voilà, mis bout à bout, ce comportement qui peut paraître un peu suspect immédiatement avant que l'incendie se déclare, ça justifie quand même que les gendarmes s'y intéressent de près. Entendu depuis le début de l'après-midi, Christophe, un témoin important, familier des Bébiens, et qui le jour du drame avait trouvé porte close alors qu'il avait rendez-vous avec le fils Vincent. Les gendarmes ne négligent pas la piste Bad Gone, les supporters cheveux rasés de l'Olympique Lyonnais, que fréquentaient les deux garçons. Christophe a été interpellé, placé en garde à vue. Il a été perquisitionné également. Mais là, pareil, ce garçon avait des alibis et manifestement, il n'avait pas l'envergure pour abattre 4 personnes. D'ailleurs, il avait absolument comme motif de le faire. Le silence et le recueillement auront caractérisé cet après-midi les obsèques de Vincent, Odette, Vincent Salvatore et Aline Bébien à Saint-Andéol-le-Château. Le jour des obsèques, il y a une cérémonie qui est à l'église et tous les gens sont là évidemment. C'est un grand moment pénible pour toute la commune, pour d'autres villages. 4 cercueils en face de moi dans l'église, ça je peux pas l'enlever de ma tête. Samantha, fille et sœur des victimes. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'en fait tout le monde parte. Ça s'arrête. Mais les gendarmes savent aussi que peut-être que dans cette foule, il y a une piste ou voire un suspect. Donc eux se sont mêlés aussi un peu à la foule. C'est l'attitude de Samantha Bruyas, la fille aînée et seule survivante de la famille, qui surprend les gendarmes. Ils vont donc s'intéresser de plus près à elle et à son mari, Éric. Nous, on est en civil quelque part, je ne vous dirai pas où, mais dans des endroits qui nous permettent de surveiller facilement. Il y a des gens officiels, bien sûr, mais il faut surveiller, quoi. Charles Chavant, gendarme à la section de recherche de Lyon. Il y a des photos, des vidéos qui sont prises. On a des objectifs chacun, des gens à surveiller. Ça peut nous orienter sur des personnes qu'on ne connaissait pas. Et on voit des attitudes aussi qui peuvent peut-être être intéressantes après. Bon, Samantha, on la connaît bien. C'est une fille de Saint-Andéol. On s'est aperçu qu'elle avait une tenue qui n'était pas très appropriée. Voilà, elle est en noir avec une jupe courte et ça fait jaser apparemment. Mais peu importe, ce qui est frappant, c'est vraiment l'attitude d'Éric Bruyas. Il fait le job, il est à côté de son épouse et il est à sa place. Mais son attitude, c'est vrai, peut sembler bizarre. Lui, il nous paraît vraiment détaché, très distant, très froid. Donc on se dit, ce garçon, il a une attitude, un comportement très particulier. Donc on met ça dans notre poche. Alors il y en a qui vont dire, il reste digne, il reste, etc. Mais enfin bon, nous, il y avait quelque chose qui nous intriguait quand même pas mal. Et puis aussi, on a quelques éléments, on va appeler ça des faisceaux de présomption, puisqu'on sait que le lendemain, il a téléphoné à l'assureur des Bébiens pour leur demander quand est-ce qu'il paierait le remboursement de la maison qui a été complètement détruite.
L'assureur tombant des nues, eh bien, il le relancera quelques jours plus tard en lui fournissant un croquis de la maison incendiée avec l'intégralité des meubles placés au bon endroit et interrogeant l'assureur pour savoir exactement comment son épouse allait être garantie, quel argent pourrait leur être attribué à la suite de cet incendie. Et forcément, l'assureur interrogé va également se poser des questions. Il s'est très investi dans l'héritage, les assurances, mais très peu de temps après. On sait très bien qu'habituellement, normalement, les gens ne pensent pas à ça tout de suite, quoi. Les gens sont dévastés, sont peinés. Ça ne cadre pas avec quelqu'un qui a une attitude normale après 4 assassinats. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Zinedine Boudaoud. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.